Et Jacques Attali aurait aimé les utiliser, cette facette? Il m'a reçu oui, je pense que ça l'intéressait beaucoup. Comme bon, c'est quand même quelqu'un, on dit qu'il allait un petit peu, que prendre des trucs à droite à gauche, bon. À droite, à gauche, ouais. Bonjour Martine Le Poulenec, bienvenue. Bienvenue sur Tribune Libre. Je vous accueille ici en tant que psychosociologue, mamie joyeuse, ex-68arde, femme de gauche cocu de gauche, et puis femme qui a monté des entreprises, qui a eu une vie bien remplie, qui a connu le monde du marketing, et puis qui a connu l'avant et l'après-Covid. Vous allez nous raconter tout ça par le début. Et d'abord, bienvenue. D'accord, merci beaucoup, merci de m'interviewer, merci d'être là, et voilà, bienvenue. À Paris, bienvenue dans à le Paris. Sud de Paris, je suis ravie d'être avec vous. Vous pourriez un peu nous décrire votre milieu familial, comment tout a commencé? Comment tout a commencé? Tout a commencé, écoutez, je suis lyonnaise d'origine, née en 50, dans une couveuse, enfin ça je vais pas développer, et de milieu, on va dire famille moyenne, mais assez diversifiée déjà, un père plutôt du rural, on va dire, enfin de la campagne, et une mère plutôt ras des villes, quoi, voilà. Donc beaucoup de sport, du ski, j'ai skié à l'âge de 3 ans, donc on peut pas dire que ça soit quand je continue d'y aller là, c'est pas pour frimer, quoi, c'est vraiment quelque chose, c'est dans mon ADN, c'est dans mon ADN, donc assez sportif, on campait, enfin vous voyez, bon, typiquement ces familles des années 50, 60, 70, et puis bon, on va dire une scolarité correcte, avec des hauts et des bas. Voilà, et des racines latines. Alors oui, ma mère était d'origine italienne, enfin avait une mère aussi italienne, la Savoie, donc la Savoie c'est italien. Mais voilà, autrement une vie assez bien, oui, ouverte, très ouverte. Mes parents recevaient beaucoup d'amis de milieux différents. Voilà. Et puis le ski, le camping, enfin vous voyez, une vie assez proche de la nature aussi, une mère cultivée qui me faisait beaucoup, qui me suivait mes récitations, mais enfin quelque chose d'assez équilibré, quoi. Milieu de gauche. Non, enfin oui et non, pas mon père. Et ma mère, fille de radical socialiste, franc-maçon, mon grand-père. Voilà, adjoint au maire d'Herriot. C'était donc j'ai vécu avec ces deux facettes déjà, deux facettes bien, voilà. Très bien. Et donc vous êtes le fruit de l'assimilation. Voilà, quelque part, oui, mais de façon très classique, enfin à la fois classique et assez originale. Enfin, il me semble que j'ai eu un peu les deux mouvances, voilà. Mais et donc j'ai un petit peu, pour des raisons personnelles, un peu mené une scolarité un peu mouvementée, on va dire. Bon, mais j'étais en 68, j'étais en première. Donc j'avais un an de retard pour des raisons. Mais et donc j'ai été embarquée par un prof, voilà. Vous étiez 68arde? Oui, on peut le dire comme ça quand même. Oui, parce que j'étais quand même dans les manifs à Lyon. Vous savez, il y a un commissaire j'étais pas spécialement engagée, mais embarquée plutôt. J'aime mieux la notion d'embarquer. Vous parliez de quel commissaire? Il y a eu un mort à Lyon, vous savez, pendant les manifs pendant les manifs. Bon. Ça tapait bien que ça soit la bonne ville de Lyon, n'est-ce pas, qui est bon, mais qui est pas si bourgeoise que ça. Elle a un côté obscur aussi, un côté, vous savez, c'est quand même les canuts, Lyon. Oui. Donc la révolte des canuts, c'est important, c'est une des premières révolutions de compagnons, donc et donc c'est un mélange. Lyon, c'est la soie, c'est les soyeux, mais c'est aussi ce milieu de canuts dans la Croix-Rousse. Enfin, pour ceux qui connaissent Lyon, c'est assez. Il y a des racines, quoi. Il y a des racines fortes. Donc 68, donc j'avais pas la majorité.
Hein, et j'avais un frère qui rentrait des États-Unis. Autant dire que c'était là aussi, c'était un petit peu dissocié comme rencontre, mais non. Et moi, mes parents disent, écoute, si elle doit aller à une conférence de Rocard à l'époque, Rocard, oui, Michel Rocard, qui faisait une conférence sur 68, eh bien, faut que tu l'accompagnes, parce que voilà, j'avais mon chaperon. Il me servait de chaperon. Donc pour dire 68, j'ai passé 2 nuits où j'ai ferraillé avec mon père, qui était un gaulliste, et moi non, puisque 68 on refusait le vieux de Gaulle. Et oui. On refusait alors que maintenant je découvre à quel point le personnage était rebelle, heureusement qu'on l'a eu par rapport à qui est souverainiste, tout ça je le découvre complètement comme un rideau qu'on tire, quoi. Il fallait le déboulonner à l'époque. Fallait le déboulonner. Mais oui, parce qu'il comprenait pas la jeunesse, le côté yéyé, le côté c'était le baby boom, Donc on était nombreux, on avait donc et surtout il n'était pas atlantiste. Oui, non, mais à la limite est-ce qu'on l'était nous? Moi je sais pas en 68 est-ce que j'étais américaine? Pas du tout. Un peu les Beatles, un peu bon. La culture américaine nous avait envahis. Malgré tout. Oui, c'est vrai. Mais alors là, assez vite, et ça c'est plutôt 5-6 ans plus tard, j'ai plutôt été, je veux pas dire que j'ai fait de l'anti-américanisme primaire, mais si quand même. Donc je sentais quand même qu'il y avait que ça n'allait pas, donc bon, après j'ai fait mes études à Lyon, et puis ensuite ça m'a amené à Paris. À 20 ans, j'étais dans une école, l'école française d'attaché de presse. Moi, j'avais fait Sciences Po à Paris, à Lyon. Sciences Po Lyon. Oui, mais j'ai pas fini. Enfin, je suis quelqu'un qui a du mal à finir quand même un peu, mais j'aime bien aussi faire beaucoup de choses, donc c'est intéressé à beaucoup de choses différentes. Donc, mais bon, moi, j'ai été prise dans cette école. Donc j'étais à Paris avec, on a peut-être été avec des copines. On a inventé la coloc, parce qu'on vivait à 4 dans un appartement dans les années 70. Donc on avait inventé la coloc. Bon, très bien. Je me suis retrouvée après. Enquêtrice, recrutée pour une étude sur la publicité, pour une grosse étude, et j'étais plutôt timide, je le suis toujours d'ailleurs, mais timide, mais quand même audacieuse. Donc j'ai fait pour ce cabinet d'études qui m'a engagée après. Et, beaucoup d'entretiens après il fallait interviewer des DRH, des présidents des PDG, et je l'ai fait. Et j'ai obtenu pendant 1 heure, 1 heure et demie, enfin c'était au téléphone ou en face à face. Donc le directeur de l'époque, enfin de cette boîte d'études, a trouvé que je pouvais rejoindre l'équipe permanente. J'étais mieux payée quand j'étais donc à la tâche, on va dire, mais il m'a engagée, j'étais moins payée après. Donc, en permanente. En tout cas, vous étiez jeune et j'avais ces échanges. Oui, j'avais 25 ans, 26 ans. Ça vous a dégourdi? Oui, complètement. Ah oui, et j'ai adoré ce métier de marketing. J'ai adhéré, ça m'a pompé beaucoup. J'en ai divorcé de mon premier mari parce que je bossais tellement. On faisait des charrettes. Enfin, c'était un milieu. C'était le milieu de. Les charrettes, ça vient d'un terme des archis quand ils passent 1 nuit ou 2 à bosser. Donc on bossait beaucoup. Et j'ai bossé sur cette étude sur la publicité. J'ai rencontré Séguéla, j'ai rencontré des gens passionnants sur la pub, la publicité. J'ai fait on faisait des études très intéressantes à l'époque, des tests C'était les années 80. C'était même avant, c'était 75, 77 quoi à peu près. Et là, on a tellement bossé. On a tellement senti qu'on était exploité. On devait être le 5e ou 6e cabinet d'études de la place de Paris. Il s'appelait comment? BM Consultant, voilà. On s'est tous entraînés par un chargé d'études très syndiqué, on va dire, très syndiqué. On a fait de l'occupation de terrain, on a tout fermé. Enfin, on a fait vraiment une opération de grève.
Et ça m'a marqué quand même. Hein, ça a marqué mon entourage, mes parents, enfin tout. Et donc on s'est retrouvés à faire, par exemple, c'était chez moi, j'habitais pas là. On faisait un pique-nique. On avait organisé les sandwichs, tout ça pour les enquêteurs et pour le personnel secrétaire qui gagnait moins que les chargés d'études. Donc on vendait des pizzas, des trucs sur pas loin, dans une impasse du Montener, qui portait bien son nom, pour récupérer de l'argent, pour qu'elle tienne. Hein, nous on se payait pas. Bon, ça a duré 3 semaines à mois, hein, quand même. Bon, évidemment la boîte, elle a capoté, et on a été blacklisté dans toutes les boîtes, les grosses boîtes les grosses boîtes genre L'Oréal, moi je travaillais pour Martini, on a été Damar, enfin on a été blacklisté et donc quand on savait que si on envoyait notre CV, ça marchait pas. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à mon compte. Avec j'ai monté une première structure, je vais pas rentrer dans les détails, et puis après une autre qui s'appelait donc Prismalyse, le prisme de l'analyse, qui a bien marché. Qui a plutôt bien marché, je trouve, alors que j'étais indépendante, hein, j'avais 3-4 permanents, je faisais travailler des enquêteurs. Et pour vous dire ma définition c'est vrai que le marketing à cette époque, c'était quand même l'analyse des besoins des gens, hein, que ce soit des consommateurs, les salariés, toutes sortes la vie, quoi, les gens, hein. Et dans ma tête, c'était ce que le marketing ou la sociologie de l'époque, ça s'appuyait sur la sociologie, où on avait des gens d'extrême gauche, hein. Moi j'avais des copains sociologues d'extrême gauche, et qui pourtant travaillaient dans les sociétés dans cette société d'études, quoi. Hein. Capitaliste. Oui, et qui le dénonçaient. Donc déjà on était dans cette rupture, dans cette rupture, hein. Bon bref, je monte ma boîte tient, moi au même moment j'avais mes enfants, compliqué pour avoir des enfants, enfin bon bref, mais je les ai eus, je vous ai raconté ça, mais c'est la partie intime. Donc à gérer tout ça, hein, avec un mari qui était lui fonctionnaire, qui pouvait s'occuper des enfants, hein, donc c'était bien. Bon, très bien. Et alors, dans cette société d'études, j'ai travaillé pour EDF, j'ai travaillé pour des des grosses boîtes, pour des agences de pub, tout ça, c'était dans les années, on va dire, 80-90. Hein. Et petit à petit, j'ai bien vu qu'on était prêt que dans les boîtes, c'était plus les DRH, les chefs de produits, les directeurs marketing qui menaient la danse, mais c'était les directions financières. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit c'est plus le marketing. Et puis d'ailleurs, on faisait moins d'études vraiment qualitatives, parce que moi, ce que j'aime bien j'aimais bien, c'est les réunions de groupe, les groupes de créativité, animer des groupes de créa, les entretiens qualitatifs, des entretiens en face à face d'1h30, comme vous en menez là, pour vraiment comprendre. Et puis ensuite passer à la phase quantitative, des gros questionnaires. Bon, et mais petit à petit, j'avais quand même de plus en plus de difficultés financières. Et puis vous aviez fallait déclarer. Moi, j'avais des enquêteurs, par exemple, hein, la veille d'une étude. Fallait les déclarer dans la nuit, le soir à l'URSSAF. Hein. Je veux dire, mais c'est toujours aussi compliqué, hein, au niveau des normes. Hein, voilà. Donc je m'embarque sur les normes, là je m'embarque sur tout ça, mais sur ce fait que c'est quand même cette société qui est un petit peu qui s'est coincée. Hein. Mais j'avais mis en place en parallèle un outil de typologie qui s'appelle les 7 facettes. Et ça m'a suivi. Je dois avoir fait 1000 plans. Voilà. Donc ça m'a suivi et ça a structuré ma réflexion à la fois de citoyenne et personnelle. Vous pouvez nous décrire un peu ces 7 facettes ? C'est compliqué. De façon concise, alors. De façon concise. Alors ça part d'une typologie.
Hein, donc bon, il faudrait quand je fais ça, ça veut dire je pars de l'idée, c'était une trentaine d'années, hein, Oui. donc c'était on faisait beaucoup de typologie avec des mappings, vous savez, des positionnements. Donc et on sortait, et c'est vrai, grâce à ces études avec Catla, les styles de vie de Catla, avec on était passé de dire les gens fonctionnent non pas par rapport à leur CSP, leur catégorie socio-professionnelle, leur âge, leur revenu, leur tout ça, mais plutôt par rapport à des tendances de vie. Ça s'appelait les styles de vie. Hein. Et donc ces styles de vie, moi je me suis dit, oui, mais il y en a pas qu'un. On n'est pas que, par exemple, c'était l'aventurier. On n'est pas que aventurier. On peut être aventurier et sédentaire. On peut être bon. Et donc je suis partie sur l'idée des 7 facettes, parce que le chiffre 7 est un chiffre évidemment, éminemment sacré dans toutes les cultures, et j'ai beaucoup travaillé sur la mythologie, sur tout ça. Et donc, mais pour dire que j'ai 7 facettes, et qu'on peut, selon les circonstances de la vie, de la journée, des humeurs, sans être girouette, être ou avoir en soi ces 7 facettes. Je vous les ai rapidement, hein. Ego, c'est moi d'abord, c'est pas moi d'abord, mais c'est notre ego, heureusement. Je sais bien que les bouddhistes disent que bon, ils ont un ego quand même. En face, quand je dis en face, parce que c'est sur un mapping, hein, en face, l'alter, hein, la complémentarité ego-alter. Parce que l'ego, souvent des gens d'ego, qu'un fort ego, finalement, font travailler d'autres personnes qui ont un alter très fort. Autre bipolarité, autant puisque c'est des pôles, hein, c'est des pôles. Le pôle action et le pôle soumission. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire dans la vie en action, notre libre arbitre, hein, si on l'a, mais quand même la capacité à entreprendre, la capacité à faire. Et par contre, on subit aussi. Donc c'est toujours c'est la traversée du désert, c'est les maladies, c'est nos drames, c'est la vie, c'est le fait qu'on est des humains, qu'on est mortels. Enfin bref, c'est tout ce qui est vraiment soumission. Et vous avez deux pôles, le pôle différenciation qui est un peu celui de l'extérieur, du mystère, de tout ce qui est hors norme, hein. Et ça, j'y mets la religion, j'y mets tout ce qui est un peu qui relève de l'ailleurs, hein. Et en face, contre, hein, donc la norme. Bon, la normalisation, c'est d'être en vivant en société, la citoyenneté, enfin bon, et je trouve qu'en ce moment, c'est celle-ci qui a pris beaucoup trop d'importance. Hein. On est vraiment trop dans cette norme, voire avec on nous met un casque par-dessus, quoi. Enfin, on nous met. Et en fait, j'ai commencé à faire les 7 facettes pour mes clients. Donc ça a pas pris de l'importance par rapport à mes résultats d'études, à mes diagnostics, hein, c'est pas ça. Mais je rajoutais souvent, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Hein. Ouais. Et ça a pris de l'ampleur. Donc j'ai aussi bien les symboles, alors bon, puisqu'on est dans le sacré, les symboles, les mythes, des personnalités, les 7 facettes de Gaulle, les 7 facettes de Johnny Hallyday, les 7 facettes de César, tout me passait. Je faisais, sans que ça me prenne beaucoup de temps, 1 ou 2 schémas par semaine, quoi. Mais même mes filles, même Victor, tenez, j'en ai peut-être un exemple qui est assez concret. Quand ma fille a passé son bac, elle étudiait Victor Hugo. Et dans les 7 facettes, bien entendu, la côté norme de Victor Hugo, c'est son côté politique, bien sûr. Son côté action, c'est son hyperproduction. Hein. Son côté égo, le personnage, hein, bon, était quand même son rapport aux femmes, tout ça, voilà. Bon, sa soumission, c'est Jersey, enfin c'est Guernesey, non Jersey, enfin c'est son côté quand il a été obligé de partir. Hein. Et puis, ah oui, j'oublie toujours la facette 7, mais oui, c'est la facette remise en question, qui est au centre. Hein. Donc, qui en fait, qui est le phénix, qui renaît de ses cendres. Bon. Donc, ce Victor Hugo, c'est aussi toujours, malgré, oui, dans le négatif, bien sûr, la mort de sa fille, enfin, tout ça. Mais la différenciation, c'était aussi par opposition, c'est quand il faisait tourner les tables. C'est son côté irrationnel.
Hein, et ma fille se fait interviewer, donc je lui explique un peu comme ça, quoi. Sur et elle dit à sa correctrice, hein, elle dit bah oui, non, Victor Hugo, bien sûr, c'était ça, c'était sa production, les moyens, mais aussi il faisait tourner les tables. Et alors là, elle a été étonnée que ma fille sache ça, quoi. Hein, c'est parce qu'on avait. Donc ça me servait dans ma vie quotidienne, dans ma vie professionnelle, ça m'a structurée. Et chaque fois que je me trouve face à un événement, à une situation, les 7 facettes de machin, les 7 raisons de tel événement, de tel, eh bien, je les positionne et je retrouve toujours cette, sans me laisser enfermer, hein, c'est cette facette. C'est pour ça que c'est assez compliqué à expliquer. Je l'avais expliqué à plusieurs personnes connues, dont Attali. Jacques Attali. Jacques Attali. À quelle occasion vous l'avez rencontré? Alors, je le suivais dans ses conférences. Je trouvais qu'il était brillant. Et je lui avais envoyé ces 7 facettes à lui. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce qu'autrement, c'est une journée hein, sur les 7 facettes, même plus. Et il me reçoit. Il me reçoit en disant, mais c'est très intéressant, c'est très difficile à publier, parce que c'est à base de schémas. Un peu comme l'analyse transactionnelle, on va dire. Voilà. Bon. Mais il me dit, vous devriez, et c'était c'était dans les années 90, hein, vous devriez mettre ça sur Internet. Et je l'ai pas fait. Vous devriez faire un blog, enfin vous devriez, et parce que c'est quand même quelque chose qui bouge, hein. Et on peut même, chacun peut se dire, tiens, c'est quoi mes 7 facettes? C'est quoi ma facette égo? C'est quoi ma facette alter? C'est quoi? Vous voyez ce que je ressens? Bon. Donc ça m'a toujours suivi, mais ça n'a pas non plus envahi, voilà, j'ai une caisse là où j'ai toutes mes, j'en ai plein sur ordinateur. Je vous dis, j'ai à peu près 1000 plans, puis avec des explications qui vont avec, enfin, j'avais déposé. Mais comment publier ça? J'ai le DRH à EDF, enfin, qui était très intéressé. Les militaires, j'aurais fait les 7 raisons de recrutement du soldat. Hein, ça passe par l'aventure, le goût de l'équipe. Hein, le goût de l'équipe, c'est l'alter. La soumission, pourquoi il y en a qui s'engagent? C'est parce qu'ils trouvent pas autre chose. Hein, voilà, l'action. Alors bon, le terrain, là, des gens de terrain, voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a un peu toujours accompagnée. Voilà. Et Jacques Attali aurait aimé les utiliser, cette facette? Il m'a reçu à deux. Oui, je pense que ça l'intéressait beaucoup. Comme bon, c'est quand même quelqu'un, on dit qu'il allait un petit peu, que prendre des trucs à droite à gauche, hein, bon. À droite ou à gauche, ouais. Est-ce que oui, je pense que mais j'ai manqué aussi peut-être de temps, d'audace, parce qu'il y a la vie aussi perso, il y a tout ce qui nous et puis il y a les études. Il fallait quand même que je fasse mon boulot, enfin dans ma boîte d'études, quoi, qui a capoté. Mais lui, vous voulez l'utiliser dans quel contexte? Vous n'avez pas su à l'époque? S'il l'a utilisé, je ne sais pas s'il l'a utilisé. Non, mais ça lui aurait intéressé pour quelle peut-être pour la dimension développement personnel. Vous voyez, de dire aux gens. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a dit récemment, vous devriez vous en servir. C'est un petit banquier. Vous devriez vous en servir, parce que je lui ai fait au banquier les 7 raisons, les 7 facettes du crédit. Donc le côté très négatif, quand le crédit vous envahit tellement que vous êtes dépendant, c'est les dettes, hein. Bon. Mais aussi être débiteur, en fait, ça aide aussi à l'action, hein. Puis ça dépend si c'est des dettes d'investissement, si c'est bon. L'ego aussi, vous avez des gens qui sont toujours endettés, donc c'est aussi presque pas maladif, mais c'est un problème d'ego. Donc ce monsieur m'avait dit, mais vous pourriez vous en servir comme une fois. D'ailleurs, je voulais passer un moment faire des séances de formation là-dessus, pour que les gens réfléchissent. C'est quoi mon ego? C'était quoi mon ego il y a quelques jours? C'est quoi mon alter? Voilà. Hein, vous voyez, c'est un petit peu. Et en s'appuyant sur des exemples de personnalités, de symboles. J'en ai 1000, hein, donc vous voyez, c'est quand même voilà. Mais c'était en parallèle, et donc j'avais ma boîte par ailleurs qui a un peu capoté. Bon, je faisais une grosse. J'étais à côté de la porte de Versailles, et j'ai développé les études dans le cadre des salons. Et j'ai eu France Télécom. Qui m'a tout de suite, qui a tout de suite commandé une grosse étude sur 2 ans.
Vous vous rendez compte, pour une petite structure, c'était pas évident. Et c'était vraiment auditer tous les salons qu'ils faisaient, salons et foires. Donc il y en avait beaucoup. Hein. C'était énorme. Ils m'ont commandé 2 ans, une première année, une deuxième année, et la première année j'ai tout investi. Et j'ai malheureusement fait ce qu'il faut pas faire dans les affaires, c'est du 80, ce qu'on appelle le 80-20. C'est-à-dire 80%, bah oui, ils me pompaient quoi, les 80% de mon temps, de mon énergie, du personnel que je faisais travailler, enfin bon. Et puis il me restait 20% pour la citoyenneté, parce que j'ai fait aussi une grosse étude sur la citoyenneté, mais vous savez beaucoup peut-être. Hein. Donc ces salons, c'est arrivé quand Monsieur Bon est arrivé à France Télécom. Il a dit mais c'est quoi cette boîte d'études, on fait trop de salons, faut tout arrêter. Et là, j'avais toute la première partie, j'avais investi énormément, et je m'étais dit je ferai mes bénéfices la deuxième année quand on répète, tout est mis en place, voilà. Et il a tout stoppé. Donc ça m'a fait plonger complètement. Donc dépôt de bilan en 93. Dépôt de bilan, c'est quelque chose. Hein. C'est quand même tribunal de commerce. C'est très très dur. Et en fait, le tribunal de commerce m'a donné 4 mois, 5 mois, parce que j'avais une étude qui les intéressait, une étude en souscription. Une étude en souscription, c'est une étude où vous avez plusieurs clients en même temps qui achètent le même bloc. Hein, et que j'avais appris donc au tout début, hein, quand je travaillais pour la pub, c'est toutes ces agences de pub, les 40 agences de pub, quand j'ai au tout début de ma carrière, et cette étude en souscription, c'était sur la citoyenneté. Et c'était donc l'entreprise citoyenne, donc c'était très intéressant. Donc j'ai EDF qui a acheté France Télécom aussi, tout ça, et d'autres, mais tout ce que je recevais en termes de commandes n'a pas suffi à sauver ma boîte. Hein. Et c'était une très grosse étude, 2 heures d'entretien, 2 heures de questionnaire, qu'on ne fait plus maintenant, ça. Si vous le faites, mais des enquêteurs qui me disaient on n'est pas très bien payé, parce que je pouvais pas très bien payer sur une étude comme ça, mais c'est très intéressant. 800 personnes interviewées, passionnant. J'ai retrouvé, c'est un blog comme ça, et que j'ai présenté à tous mes clients, hein, donc de l'époque. Mais bon, ça n'a pas suffi, donc je me suis retrouvée à mon compte. Enfin, je me suis retrouvée sur le carreau et engagée par un monsieur. Et pourquoi je me suis retrouvée? Alors là, je sais plus, à prospecter l'armée de terre. Mais donc je suis repartie avec ce monsieur qui m'avait engagée presque indépendante. Enfin bon, moi j'avais mon bureau et j'ai lancé l'étude avec des études pour l'armée de terre. Et donc j'en ai eu 8 d'affilée, hein, enfin sur 8 ans, des grosses études, et c'était passionnant. De quel type, en gros Pardon. Ça ressemblait à quoi ces études? Ça parlait de quoi? Ça parlait aussi bien de la professionnalisation qui venait d'arriver, de la dimension sociale de l'armée, c'est-à-dire le côté la retraite, l'équivalent de leur sécurité sociale. Mais c'était toujours, j'allais sur le terrain. Avec une autre sociologue, on menait les entretiens qualitatifs, donc 1 heure, 1 heure et demie, avec des soldats, des offres, des sous-offres. C'était passionnant. J'étais dans une 40aine de régiments. Et puis ensuite, on faisait un gros questionnaire. Enfin, un questionnaire bâti sur ce que j'avais analysé du qualitatif. Bon, et ça m'a beaucoup plu, donc ça intéresse des gens encore du milieu militaire. J'ai découvert un milieu quand même très intéressant, pas dominé par le fric, alors que je travaillais avant pour des boîtes où ça parlait des chefs de produits, vous savez. Ils parlent que de leur voyage, que de leur pompe machin, que de leur un petit peu superficiel tout ça. Donc est venu en parallèle, si vous voulez, donc tout ça, j'étais encore en activité. Hein, j'étais bon. Et puis j'ai déposé le bilan, je me suis retrouvée donc avec cette boîte, donc ça allait quand même, ça allait. Je faisais des groupes de créativité pour une personne, pour une collègue. Bon, donc et puis est venu quand même quelque chose, la mort de mon mari. Donc il a fallu que je gère tout ça, mes enfants, mais bon.
Et puis c'était dans les années 2005. Bon, j'ai encore un peu bossé et donc là j'écrivais parce que là je sentais bien que les choses bougeaient. Et le marketing, puisque j'avais vu la dimension financière, j'ai écrit un petit bouquin, Vivre ensemble, une utopie nécessaire, en 2014. Merci. Bon. Comment dire, je préférais mes 7 facettes, je préférais tout ça. Mais j'avais travaillé sur le vivre ensemble avec la RATP, avec des boîtes comme ça. Mais justement, c'est quoi le vivre ensemble, et donc je travaillais aussi beaucoup pour les maires. Je travaillais. J'étais en contact avec l'association des maires de France et les maires, et je sais que là, eux, le vivre ensemble, c'est tous les jours. C'est le terrain. Il faut faire vivre des populations tellement différentes. Ils ont une vie de plus en plus compliquée. On est à 3 mois des élections, mais c'est vrai, pour les petits maires, c'est quand même très compliqué. Donc, je les ai interviewés sur le vivre ensemble. Vous voyez, et donc ça aboutit à ça il y a 2014. Oui, il y a 10 ans. Avec peut-être un petit peu d'angélisme de ma part. À l'époque. J'étais encore sur le côté, et on va peut-être tourner sur le Covid. J'étais encore sur le côté, pas tout va très bien, Madame la Marquise, mais un peu, oui, gauche, il faut le social, et je nie pas, d'ailleurs. Bien sûr. Mais tu es une coquue qui s'ignore. Voilà, j'étais une coquille qui s'ignorait. C'est une excellente définition. J'étais une coquille qui s'ignorait. Parce que j'étais entourée aussi, dans mon entourage familial. J'ai une fille dont j'admire beaucoup le côté action, et une autre aussi. Enfin, elles sont plutôt sur le terrain. Et je crois qu'elles sont très sociales. Et le mot social, d'ailleurs, me paraît, il faut le garder. Enfin, c'est pas du tout. Il faut pas le galvauder. Faut pas le galvauder. Donc voilà, c'est comme ça est arrivé le Covid. Donc j'avais publié ça, et donc je vais faire le lien avec le Covid. Donc fin 2019, j'étais en train d'écrire un bouquin, pourquoi pas l'envoyer à cet éditeur ou à d'autres. Et j'adore questionner les gens, puisque là, vous voyez, une utopie nécessaire, je pose une question. Et j'étais en train de faire un bouquin sur la manipulation. C'est manipuler, point d'interrogation, vous plaisantez, point d'exclamation. Et j'étais en train de montrer les facettes positives de la manipulation, parce que ça vient de la main. Quand on tient un enfant, quand on l'éduque, on le manipule un peu. Vous voyez, la manipulation au sens aussi d'un ostéopathe. Donc une manipulation bienveillante. Bienveillante, mais c'était 10%. Mais autrement, je parlais de manipulation collective déjà. Donc j'ai le bouquin de la gouvernance là, de Marion Saint-Michel. La gouvernance perverse. Voilà, la gouvernance perverse. Bon, je sentais bien tout ça. Enfin, c'était tellement évident que voilà. Et là, le Covid nous est tombé dessus. Et là, impossible de rentrer dedans. Dès le départ. Mais vraiment, avant beaucoup d'amis que j'ai retrouvés, pas tant que ça d'ailleurs, mais les quelques personnes que j'ai retrouvées en manif après, qui étaient très, qui ont avoué que pendant 2-3 mois ils ont eu peur. Et très bien, moi j'ai pas eu peur. Oui, au début j'ai cru qu'un virus dangereux arrivait de Lombardie. En provenance de Chine. Vous étiez déjà incrédule. J'étais incrédule dès le 15 janvier. Vous voyez, dès le 22. J'ai été incrédule tout de suite. Et j'ai regardé les chiffres en statisticienne, puisque quand même les chiffres, ça me plaît. Je me suis dit, c'est pas possible, ça va pas. Ils font pas de proportion. Ils nous disent qu'on attend aux États-Unis, mais ils parlent en chiffres bruts. Ils rapportent pas à la population totale. Et j'ai commencé, pendant que mes copains, mes amis, mon entourage me disaient, non, c'est bien, on est quand même, on est enfermé, on est confiné, mais on va en profiter pour ranger un peu chez soi. Moi, pas du tout. Je prenais des notes, je prenais des notes. Berkoff, à l'époque, avec Berkoff, qui recevait Montagnier, et j'ai tout de suite été, anti là-dessus, mais vraiment. Le masque, plus tard, le masque, je suis sortie dans la rue avec un masque de festival. Vous voyez, vous aviez déjà un doute sur les médias traditionnels. Mais bien sûr.
bien sûr. Je les écoutais déjà de moins en moins, alors que j'ai été à l'un de mes Nouvelle Obs, Mediapart. J'ai tout envoyé balader quand j'ai vu à quel point ils faisaient du Raoult bashing. Vous aimiez Libération en tant que femme de gauche à l'époque? Oui, mais là. Mais ça, c'était avant. C'était avant, parce que j'ai tellement senti qu'ils étaient manipulés eux-mêmes et Dieu sait qu'il y avait encore des bulles correctes que j'appelle mes bulles nénuphars, hein, vous voyez, ça, parce que j'avais ça aussi au fond de, et j'ai tout de suite écrit, parce que j'étais quand même en plus séparée de mes filles, une était enceinte en Allemagne, j'en ai aidé une qui était enceinte, celle de Compiègne, et je l'ai aidée, je me souviens, elle déménageait, elle était enceinte et elle était peut-être une grossesse à risque. Au mois d'avril, en plein mois d'avril, en plein confinement, je suis partie avec ma voiture 2-3 fois et je me souviens avoir été arrêtée par une fliquette adorable et j'avais mon dossier puisque j'avais le droit, hein, j'allais aider quelqu'un qui était un peu à risque et ça s'est très bien passé après moi. Mais cette dame, elle était une jeune gendarmette quoi, qui était sur sa moto quand elle a vu un dossier à risque, c'était sur l'autoroute du Nord au péage. Elle m'a dit je vous emmène. Elle saute sur sa moto. J'ai dit non, c'est pas la peine. Voilà. Pour dire que j'étais pas du tout dedans et je sentais qu'avec certaines personnes de mon entourage, et là je veux pas en parler, hein, mais des gens, je sentais le blanc, je sentais des gens, la voix blanche, vous savez, sidérée, la voix blanche, sidérée, apeurée. J'ai tout de suite vu la peur. Et c'est vrai que moi dans ma vie, la peur, je l'ai eue comme tout le monde, hein, mais j'aime bien gérer la peur quand même, j'aime bien la canaliser. Hein. Est-ce qu'en tant que psychosociologue, vous connaissiez des ouvrages qui traitent de l'ingénierie sociale déjà à l'époque, tels que La stratégie du choc de Naomi Bien sûr, mais je l'avais lu 20 ans. Propaganda de Bernays, Édouard Bernays. Il est là, il est derrière. Enfin bon, j'ai Propaganda. Vous connaissiez déjà tout ça? Mais depuis 20 ans, c'est pour ça que ça venait. Vous a aidé? Ah mais bien sûr. J'ai été aux premières manifs sur le CETA. J'ai été, enfin, je savais tout ça et ça contribuait justement sur la stratégie du choc à alimenter mon anti-américanisme première, hein, on va dire. J'étais toujours plutôt, moi c'est le capitalisme, le capitalisme de collusion, de complicité que j'ai tout de suite vu apparaître. Enfin moi, je me disais ces milliardaires dans mon vivre ensemble, le premier frein au vivre ensemble, je dis c'est l'argent quand même, c'est trop d'argent, hein, c'est pas l'argent qu'on doit. La plutocratie, le pouvoir de l'argent. Et alors, vous citez le mot que très peu de gens citent, c'est la plutocratie. On parle d'oligarchie, mais moi, je crois que j'en parle déjà dans mon bouquin de plutocratie, vous voyez. Donc très vite, j'avais les deux niveaux, mais non, j'ai vite abandonné et j'ai regardé en arrière, j'ai dit, c'est pour ça, dans une de mes chroniques, donc je m'adressais parce que une de mes petites filles allemandes avait parlé de connard virus. Donc j'ai mis cher connard virus, c'était ma première chronique. Et j'ai fait une quinzaine de chroniques, et au fil du temps, il y en a une qui s'appelle Les cocus vous disent merci. Voilà. Hein, donc là vraiment. Et avec un chapeau, je me disais, mais à qui je m'adresse? Et en tant que grand-mère, j'ai écrit grand-mère joyeuse mais en colère, qui chapeaute toutes ces chroniques. Et j'en ai encore une. La dernière en date, alors si j'ai l'UE bouchonné, par exemple. J'ai l'UE bouchonné, où je pense que c'est un goût de bouchon, l'UE un goût de bouchon. Pourquoi? Je suis partie des trucs de plastique, vous savez, l'horreur là, où on se fait mal, enfin c'est l'horreur. On l'arrache, si on le met dans le frigo, ça fuit, enfin, c'est l'horreur. Donc, et comme je suis de Lyon, qu'il y a des bouchons à Lyon, enfin bon, et l'UE bouchonné. Et comme un vin bouchonné, et l'UE pour moi, c'est comme un mauvais vin. C'est comme un vin qui a mal. Et quand un vin tourne vinaigre, on le sauve pas. Hein. Donc tous les gens qui voudraient sauver l'Europe en ce moment, en disant mais si on va le changer, ça fait 50 ans qu'ils le disent. Non. On peut pas la changer de l'intérieur sur le plan du règlement finalement. Non. Mais on peut pas puisque c'est inscrit dans le règlement qu'on peut pas le changer. Donc on est dans un système figé. Donc mon dernier en date c'est l'UE bouchonné. Hein, j'ai écrit aussi, par exemple les chèques et maths, mais j'ai plusieurs chroniques là au fil de l'actualité. Hein, et puis tout en prenant des notes, je crois que j'ai 1 heure ou 2 heures tous les matins
où j'écoute tous les médias alternatifs. Et maintenant, il n'est plus question que j'écoute à Sol, JT, enfin, ça fait longtemps. Donc, le Covid, ça a été une prise de conscience brutale que vous étiez une cocu de gauche et que finalement, pas brutale, parce que effectivement, vous aviez déjà des outils pour comprendre, des outils de compréhension. Que la masse n'a peut-être pas forcément, parce qu'elle n'a pas, hélas, ce type de lecture. C'est ce que j'ai dit sur le plateau quand j'ai dit ils sont en convalescence, parce que j'ai senti que les gens avaient reçu un choc autour de moi. Comme j'écoute beaucoup mes voisins, mon entourage, je m'appuie sur ces gens-là, étant donné que ça a toujours été ma façon de fonctionner. Dans mon boulot, c'était interviewer tout le monde, quoi. Le vulgum pédupégum, en fait tout, mais aussi bien le cadre sup, le PDG, mais aussi les catégories de terrain que j'apprécie, et c'est pour ça que le mot ouvrier me gêne, mais c'est la catégorie de terrain, quoi, des gens qui remontent les manches, qui sont. Donc je sentais, en effet. Et à ce moment-là, la cocu de gauche a manifesté avec des gens de droite. Ah bah bien sûr. On dit, il paraît que ce sont des gens de droite, mais moi non. Pour moi, il y a les gens souverainistes et les souverainistes et les mondialistes. Alors j'ai une question importante à vous poser. Est-ce que finalement, elle est un peu tendancieuse, ma question est un peu orientée, mais j'adore. Est-ce que finalement, aujourd'hui, les vrais gens de gauche, ce ne sont pas les souverainistes? Les vrais sociaux. Les vrais humanistes. Alors, les vrais humanistes. Les vrais humanistes, qui s'opposent justement aux transhumanistes, enfin, donc qui sont mondialistes. Donc ceux qui portent des valeurs de liberté, égalité, fraternité. Alors, on ne sait pas pour l'égalité, mais quand même, quand vous allez à des manifs, il y a de tout. Il y a de tout. Fraternité, oui, je pense que c'est une vraie fraternité. Quand on voit les médias alternatifs et on voit que c'est quand même, il n'y a pas tout ce cérémonial des médias qui subventionnés, qui ont plus d'argent de toute façon. Voilà. Donc là aussi les médias. Moi j'ai écouté, je fais partie des gens qui écoutaient Anne Sinclair, Ockrent et tout. J'écoutais le dimanche soir. On allait avec mon mari, quand on allait voter, c'était l'école des filles, l'école publique, bien évidemment. Et on allait voter, on leur expliquait. Le soir, c'était des crobards. On faisait des crobards sur l'Assemblée pour leur expliquer. Donc tout ça, j'ai senti que j'étais trahie. Et alors, c'est pas grave d'être trahi. L'essentiel, c'est de le comprendre. Et c'est pour ça que je mène en ce moment, je continue d'écrire, je continue d'être présent partout, dialogue franco-russe, parce que pour moi, là aussi, ça s'est évidemment pas démarré en 2022, mais moi, j'aime la Russie parce que j'y étais pour EDF, pour une étude salon en 90. Vous voyez, au moment de la perestroïka, 91. C'est pour ça que la Russie, l'Est, j'aime bien parce que j'ai un mari qui était eurasien. La Russie m'a intéressée, mais ça fait 20 ans que je dis on bascule à l'Est. Et que cet Ouest dont les gens sont imbibés, mais mes enfants les premiers, et on ne peut pas leur en vouloir, on a vécu avec ça, on les a imprégnés, et pourquoi pas, ils en ont pris des bonnes choses. Moi j'avais toujours dit j'irai jamais aux États-Unis. Une de mes filles, il passe 5 ans, je vais la voir. Oui. Mais en effet, il y avait des choses, il y a des choses bien. Mais alors, dans un fatras de ces gens qui bouffent dans leur bagnole, ce côté très très sympa comme ça, puis qui vous regardent pas le lendemain. Enfin, il y avait quelque chose qui me gênait, sans parler évidemment des dirigeants, sans parler des dirigeants. Voilà. Donc vous craignez que l'UE se transforme en UE-RSS ? Tout à fait. Enfin, ça, je le pense depuis. Et pourtant, je fais partie des gens qui également, Maastricht, pourquoi pas ? Et vous voyez, je vais faire un aveu. Je crois que j'ai voté oui pour Lisbonne. Vous vous rendez compte ? Parce que vous avez cru en une Europe des nations améliorée et pas en une Europe totalitaire. Et puis j'avais peut-être pas le temps de lire tout le traité, et j'avais pas vu que si je suivais même un Fabius, je suivais un Chevènement. J'ai dû voter pour Chevènement un jour. Donc ça me travaillait. Je devais moi-même être multifacette dans ma tête. Vous voyez, ça devait être quand même un peu. Puisque vous êtes cocu de gauche, vous avez cru
comme un certain nombre d'entre nous, hein, nombreux, Oui. au Parti socialiste. Ah ben tout à fait. Et là, Tout à pour fait. vous, c'est une déception. Je ne vous dis pas la lettre que j'ai envoyée à Hollande et qui m'a répondu. Mais bon, Ah, il vous a répondu? oui, une petite carte. Poli. Oui. Absolument pas les questions que je posais. Une langue de bois? Oui, et je voudrais lui réécrire, mais ça me donnerait qu'il me réponde. Parce que mon mari était en pension avec le frère de celui qui a monté un concert de musique. Enfin, il a monté un orchestre, enfin pas un orchestre, une bande quoi. Enfin, Oui. vous devez le connaître peut-être, non? Enfin, Philippe, il est décédé il y a quelques années, peut-être, je pense, d'une overdose ou quelque chose. Bon. Mais c'était un artiste formidable. Et mon mari peignait Philippe beaucoup. Léotard? Philippe, non, alors c'est pas Philippe Léotard, mais il avait 3 ans, 4 ans de plus, il devait avoir l'âge de mon mari. Et il a monté un orchestre, quoi, de rock, de rap, je sais pas, non. Philippe, hein. Et donc je lui avais écrit en évoquant Philippe. Vous nous mettrez son nom dans les commentaires. Je pense que des spectateurs auront la réponse. Oui, voilà. Mais ça a été un drame. Ça a été un drame. Et pour François Hollande, bien sûr aussi. Hein, mais j'avais lu la biographie de François Hollande. Bon, je fais partie des gens qui ont voté pour lui. J'ai envie de dire sur une fesse. Moi, vous voyez, j'ai voté pour lui, mais sans pour évacuer Sarko. Bon, on a toujours Sarko, et puis on a toujours Hollande. Ces trois, là, ce trio, c'est catastrophique, quoi. On vote par défaut. Est-ce que vous croyez toujours en l'élection? Alors là, je me pose beaucoup de questions, je vote beaucoup blanc. J'avais écrit un bouquin sur le vote blanc que j'ai pas publié. Mais vous savez, De Gaulle voulait, comme je suis intéressée au personnage de Gaulle, c'est vrai qu'il voulait rendre obligatoire le vote, mais à condition qu'il y ait le vote blanc. Reconnu. Et ça me semble intéressant, hein, d'avoir un parti, et pour qu'on sente qu'il y ait 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, et que ça prenne sur les abstentions. Parce qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes qui voudraient voter blanc, mais qui disent ça sert à rien. Or, le vote blanc, c'est quand même dire, je ne veux ni l'un ni l'autre, mais je veux continuer d'être citoyen, voilà. Donc, il y a quelque chose, mais personne n'est arrivé à faire un parti blanc. Vous voyez, des gens qui diraient, vous votez pour moi, et puis, au dernier moment, je lâche tout. Enfin, si je suis élu, je lâche tout, et puis on fait, c'est la 6e République de Mélenchon. Qui était pas inintéressante non plus. Moi, j'ai vu Mélenchon, il y a 10 ans, 15 ans, sur une caisse en plein hiver, devant cette boîte de notation là, c'est quoi, Standard & Poor's. Dénoncer Standard & Poor's et dénoncer les notations et tout le système bancaire. Il y a 15 ans, quoi. Mais je détestais pas le personnage de Mélenchon. C'est un bon orateur. C'est un bon orateur. Et là, récemment, il vient de parler du Venezuela. Il a raison, oui, mais il fallait aussi qu'il dise, enfin, ces gens-là me posent vraiment question. Toute cette opposition qui est là, on se demande pourquoi ils sont là, quoi. Vous croyez au Front républicain? Comme on nous l'a fait en 2002 face à Jean-Marie Le Pen qui a été au second tour? Non, pas du tout. Non, je pense que, en fait, je crois plus. Je pense qu'on est dans le fond de la piscine, là, dans la vase, et que faut glaner des idées plutôt. Je me sens plutôt glaneuse, et je dis mon petit bouquin là, ça s'appelle Spicilège et de spicilegium, qui veut dire, j'aime beaucoup l'étymologie, qui veut dire glaner. Et j'ai l'impression que je glane, mais j'ai plus de convictions. Enfin, si, j'ai des convictions sociales, toujours humanistes. Hein, moi, les gens qui, par exemple, qui se font livrer, moi, ça me gêne un peu tout ça. Et pourtant, ma fille qui travaille dans un lieu quand même, qui est quand même un département difficile, me dit, mais attends, heureusement que ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait sans ces gens-là? Et les bobos de gauche te disent, mais qu'est-ce qu'on va faire sans éboueurs? Hein, si on doit faire, vous voyez, donc c'est pas facile non plus.
Oui, d'autant plus qu'une partie de l'immigration est payée au lance-pierre. Mais oui. Ça maintient les bas salaires. Et ça maintient tout le monde. Donc tout ça est cynique. Il y a un cynisme terrible de la part de... Donc une manipulation évidente. Donc j'en reviens à la manipulation d'origine. Bien sûr qu'on a affaire à des gens cyniques. Alors on va me dire, faut pas être dans l'angélisme non plus, bien évidemment. Mais il y a toujours eu quand même des gens pour peut-être trop s'opposer et du coup rétablir un équilibre qui était très français, la diplomatie française. Pourquoi on s'est embarqué dans ce... On a perdu cette notion d'équilibre, hein, oui, d'équilibre, comment on peut dire, oui, c'est d'équilibre, oui, c'est ça. Je cherche le mot qui met dans la Constitution, harmonie, équilibre, synergie. Oui, synergie, tout ce qui fait que, tenez, tout ce qui fait qu'en Asie, c'est quand même le yin et le yang. Hein, et je comprends mieux le yin et le yang de l'Asie parce qu'on est dans les paradoxes. On est tous paradoxaux. Donc on est voilà, plus ou moins. Mais je comprends mieux cette rotation, enfin du yin et du yang, que à la limite en même temps d'un Macron, vous voyez, hein, ou que voilà. Justement, pour reparler de ce conflit dans lequel on essaie de nous tirer par les cheveux, comme dirait Étienne Chouard, peu de gens savent que finalement il a pris racine en 2014 après le coup d'État de Maïdan. Qui est derrière le coup d'État de Maïdan, etc. Vous voulez en dire deux mots parce que parce que ça m'a intéressée, comme toute citoyenne. Enfin, j'ai pas l'impression, mais Brzezinski qui en 85 avait écrit qu'il fallait démanteler même après la chute du mur. La mur du chute. La mur du chute. Tiens, c'est bien. La mur du chute. La chute du mur. Oui. Il voulait continuer de démanteler la Russie. Au fond, ce pays a toujours fait peur par sa dimension, par son histoire aussi. Les tsars, Staline, bon, tout. Il y a quand même... C'est le pays, par excellence, insoumis à l'hégémonie américaine. Donc, il dérange. Mais complètement. Mais c'est complètement ça. C'est les BRICS, les BRICS. Ça fait 20 ans que je regarde, c'est peut-être 15 ans, hein, l'histoire des BRICS. Et la Fed américaine a tout de suite cassé les BRICS. Tout de suite. Ils craignent, les Américains craignent les BRICS, voilà. Bon, BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et Afrique du Sud, et il y en a d'autres qui sont agrégés. Le Venezuela, vous l'avez, bon. C'est quand même un mouvement qui est multipolaire. Dans mon côté diversité, multifacette, ça m'intéresse. Ce côté justement de prendre en compte la diversité. Alors je sais que c'est pas facile, hein, c'est bon, mais c'est vraiment pour lutter contre cette hégémonie. Bon, moi il y a une hégémonie américaine qui est... La clé finalement, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est échapper à la toute puissance du dollar. Absolument. Et là, le dollar est en danger actuellement. Et là, le pétrodollar. Hein, le pétrodollar. Quand vous voyez quand même mais c'est bien pour ça qu'il a attaqué le Venezuela. Hein, c'est pendant ce temps-là. Sauver le dollar, vous pensez? C'est pour tenter une dernière tentative de sauvetage du dollar. De sauvetage de l'hégémonie du dollar, parce que quand l'Arabie Saoudite achète son pétrole maintenant, elle l'achète en dollars, mais elle l'achète en d'autres monnaies aussi. Et ça, l'Arabie est en train de casser ce contrat qui avait été fait il y a 50 ans, hein, je crois, le contrat pétrodollar. Hein, donc, de toute façon, ce pétrole, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Donc, on est vraiment dans et donc tout ça bouge et on est dans la vase. On est dans la vase. En parlant de vase, et avant d'en arriver au fameux nénuphar, ouais. Une petite question qui me taraude. Si vous recroisiez aujourd'hui Jacques Attali, vous lui diriez quoi? Je crois que je pourrais plus. Vous voyez, je crois que je pourrais plus parce que pour moi, il incarne vraiment... il incarne Israël. Hein, enfin, il incarne quand même la défense d'une certaine vision financière du monde. Hein, je crois que c'est ça. Une certaine caste. Alors cette gauche dont il a été gourou, hein, de Mitterrand, mais je crois que je pourrais plus lui dire grand chose.
Vous pourriez lui dire que vous avez compris finalement des choses sur ces déclarations. Oui, mais lui, il est tellement embarqué, embringué dans cette caste mondialiste. Je pense qu'il le prendrait très mal et il m'écouterait pas, il me recevrait. Enfin, vous voyez, je ne pense pas, hein, je ne pense pas, même si Berkoff l'a reçu, même si. Bien sûr qu'il a en lui, il est sans doute multifacette comme on l'est tous. Donc il doit y avoir un petit truc qui doit lui dire non, j'ai fait des conférences sur vraiment des bouquins très intéressants sur l'eau, sur les eaux primordiales. Moi j'ai lu tout ça. Et il a une culture fantastique. Hein. Donc mais je ne sais pas, peut-être que je veux dire à quelques années, je sais pas, il a quand même un certain âge. Voyant l'issue, hein, bon, je sais pas, les gens changent peut-être. Les gens changent peut-être en ce moment. J'ai une certaine confiance dans l'humanité. Vous pensez qu'il peut avoir des remords? Lui, non, peut-être son entourage, une remise en question. Donc la facette, puisqu'il avait, bien fonctionné dans les 7 facettes, il devrait pouvoir savoir que le chiffre 7, c'est en plus le chiffre 7, hein, ça veut dire pour moi remise en question, le phénix, voilà. Bon, après des traversées du désert qui est en bas, hein, qui est la soumission. Hein. Donc je ne sais pas, ces gens-là, ça reste des humains. Et avec une capacité de résilience quand même s'il y en a qui sont complètement terribles, qui sont diaboliques même. En parlant de résilience, est-ce que le nénuphar, c'est pas un peu une image tout à fait. de la résilience? Alors comment ça m'est venu? Oui. Alors là, je vais vous dire comment ça m'est venu. En faisant cette série de chroniques, les cocus, c'est après les cocus peut-être d'ailleurs, je me suis dit non. Il y a quelque chose, mais j'ai dû rencontrer, je sais pas, un texte sur le nénuphar. Bon, je suis pas spécial, j'ai un petit bout. Bon, j'aime bien les fleurs, mais je suis pas spécialiste hein, de ça. Mais et je me suis dit, mais ce nénuphar, il m'intéresse. Et là, je suis partie sur la métaphore du nénuphar. Donc là, on va parler du nénuphar. Hein. Alors, le nénuphar, c'est donc je l'ai déposé. Hein. J'ai déposé le texte. On me demande de travailler avec, de remonter, de réactiver une société que j'ai qui est endormie, pour avoir pour être subventionné ou par des boîtes, genre boîtes de recyclage. Pourquoi? Parce que le recyclage, c'est justement le grand cycle de cercle vertueux voilà. Et pourquoi le nénuphar? Alors je reviens, excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens. Le nénuphar, il pousse dans la boue, dans la vase. Comme toutes les plantes sont toutes alimentées. La terre, c'est aussi les excréments des végétaux, des animaux. Enfin, c'est les restes. Hein. C'est la décomposition, décomposition, recomposition. Mais pas façon comme certains le disent. Hein. C'est pas. Donc ça se décompose et ça fabrique des très bons. Comment on dit des bons engrais, voilà, de l'engrais, tout est très bien expliqué dans ce que je dis dans et donc après ça traverse les eaux troubles, les eaux glauques, ça les nettoie, donc il y a une dimension écologique, purificateur. Pardon? Il y a une dimension purificatrice. Oui, absolument. Ça protège, ça sort sur ces. J'en ai un là, je sais pas où il est, oui, mais j'en ai plusieurs d'ailleurs. Tout le monde m'offre des nénuphars. Sur la cheminée. Voilà. Mais c'est sur ces feuilles. Elle protège les poissons, elle protège de la chaleur du soleil, et vous avez cette fleur qui sort magnifique. Hein. C'est vraiment. Donc, je me suis dit, mais c'est la métaphore de ce qu'on vit. On est dans la merde, excusez-moi, je crois que dans la mouille, dans la merde, dans la boue, dans tout ce qu'on veut, mais de ce caca, de cette boue, on va dire, de cette vase, on est en train de nettoyer, avec plus ou moins de difficulté, et on va sortir magnifique. C'est un travail de transformation. Absolument, mais de la bonne transformation fondée aussi sur la transformation biologique.
Donc c'est Michel Maffesoli que j'ai rencontré. Michel Maffesoli avait un terme pour ça. Enfin, c'est un monsieur fantastique, oui. Maffesoli. J'ai rencontré, il m'a reçu chez lui. Enfin, il m'a dit faut publier. C'est lui, il me pousse. Bon. Et il a un terme pour ça. J'ai plus le nom. Il faudrait que je retrouve le terme. Est-ce que j'ai marqué quelque part? Non, je sais pas. Non. Et c'est pour dire la transformation, quoi. Ce terme de Michel Maffesoli, vous l'avez retrouvé? Oui, c'est l'histolyse. C'est-à-dire, c'est une métamorphose, je lis carrément, mais qui s'appelle en biologie l'histolyse, c'est-à-dire la destruction des tissus vivants. Mais pour qu'à partir de ce qui se détruit, quelque chose renaît. C'est rien ne se perd, rien ne se crée. Enfin, c'est un grand classique. Lavoisier. Voilà, voilà, tout à fait. Donc pour moi, c'est le grand cycle de la vie, c'est le circuit, c'est l'économie circulaire. C'est les déchets. Donc moi, ce que je voudrais, c'est le recyclage. Il y a, mais bien sûr, c'est toute cette, c'est la réparation. C'est la réparation, C'est quand même tout ce qui, c'est voilà. Donc l'histolyse, donc je finis sur mes 7 facettes, sur le. Et vous avez retrouvé un mot aussi, la proportionnalité. Qui est, alors je me demande dans quelle constitution. Est-ce qu'elle est dans la constitution française ou dans celle de l'Europe ou dans. Mais c'est vrai que je trouvais qu'on ne respectait pas avec ce Covid déjà le principe de proportionnalité, c'est-à-dire d'être mesuré, quoi. En fait, c'est ça. Donc c'est un peu cette idée que j'aimais bien. Et je trouvais qu'il y avait un défaut de proportionnalité, justement. Notamment dans les médias, où il n'y avait plus tellement de débats et de voix dissidentes. Oui, tout à fait. Ça n'a pas été respecté. Il n'y avait pas de proportion dans ces mesures, dans ce vaccin, voilà. Donc c'était un peu ça que je voulais retrouver. Mais l'histolyse, ça me renvoie donc à mon truc de nénuphar, parce que je finis une dernière. Donc métaphore, on est complètement de nénuphar, quoi. Enfin bon, et on a dans le monde entier des diversités en plus. Et j'ai un poème. Il est où mon poème? J'ai un poème, faudra que je le passe sur le nénuphar, que les gens aiment bien. C'est gens de bien, vous êtes des nénuphars. Enfin bon, et faudrait que je le retrouve ça, que je vous le retrouve, pardon. Enfin, et donc et en plus, c'est le cousin du lotus. Lotus important dans la culture asiatique. Dans la culture asiatique, absolument. Absolument, et du bouddhisme vraiment. Donc il y a un lien entre les nénuphars. Donc c'est l'est et l'ouest, quoi. Enfin, l'ouest et l'est. Donc le lotus, c'est le symbole, au Vietnam, de la paix, de la longévité, de la transformation, de bien entendu renaître, du bouddhisme. C'est pour ça que Bouddha est assis sur une fleur de lotus. Donc ça, cette dimension me renvoyait aussi à mon goût pour l'Est, enfin pour l'Asie. Donc j'en suis où? Sérénité. Oui, sérénité aussi. Oui, c'est ça, sérénité, paix, longévité, mais aussi résistance. Robustesse, parce que il est robuste quand même. Donc entre la feuille et la feuille qui est très, il y en a. J'ai été visiter déjà plusieurs jardins, bien entendu. Les gens m'offrent tous, comme ils savent que c'est mon dada en ce moment, donc tout le monde m'offre plus ou moins des choses de nénuphar, quoi. Voilà. Et vous trouvez que l'Occident s'est coupé de la spiritualité? Oui et non. Oui, bien sûr, avec le trop de matérialisme. J'ai toujours trop de quelque chose tue quelque chose. Donc trop de fric tue le fric. Et c'est pas plus mal. C'est peut-être ça, cet équilibre. Cet équilibre ou ce retour. Donc en effet, trop de matérialisme est en train de tuer le matérialisme. Peut-être qu'on en gardera quelques éléments. Et en revanche, je sens quand même un mouvement de spiritualité chez des jeunes. Bon, on a un truc en Corse, donc chez les Corses, c'est assez fort. Je sens qu'il y a une demande, de transcendance. Il y a vraiment une demande de transcendance et de passer outre. Passer outre, pas forcément, mais de faire avec, quoi. De faire avec ce fric qui nous a quand même tous corrompus, quoi. Enfin, quand je dis tous, corrompre, ça veut dire abîmer. Donc les corrupteurs et les corrompus sont aussi abîmés.
Donc ça amène pas à la qualité. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est que la qualité dans tout ça est entamée, quoi, est érodée. Hein, la qualité de tout, de nos relations, mais il y a des nénuphars. Il y a des nénuphars qui poussent. Voilà. Malgré cette décadence de la classe politique, de tout, en fait. Mais il y aura, et j'allais dire Renaissance, et je n'aime pas, parce qu'ils le savent bien, parce qu'ils ont des bons sociologues, hein. Ils ont des gens qui analysent très bien. S'ils se sont appelés Renaissance, c'est pas pour rien, certains, ou quelque chose, bien entendu. Hein. Moi, je préfère la notion de réparation. C'est beaucoup plus modeste. Ça fait appel au talent de chacun d'entre nous pour réparer. Ça va de la petite couturière, mais d'ailleurs il y a en ce moment une tendance très forte à retricoter, à recoudre, à retisser. Et il y a même une société qui fabrique des panneaux muraux à base de fibres, dont la feuille de nénuphar. Donc vous voyez, donc c'est très intéressant ce qui se passe. Moi, je trouve qu'il se passe quelque chose d'intéressant. C'est malgré toute le caca, hein, toute cette impression d'être vraiment dans la fange, hein, absolument. Eh bien non. Sortent justement, comme au printemps, comme de la neige, ça va sortir j'ai quand même une certaine confiance. J'ai une certaine confiance. Finalement, vous diriez à ceux qui écoutent, apprenons à décrypter la perversion. Apprenons à décrypter la perversion. Bien sûr. C'est la clé. C'est la clé, c'était une des clés que je voulais faire passer, que je veux toujours faire passer dans ce petit bouquin où j'ai cette chronique, mais j'ai un corps qui s'adresse à mes petits enfants en fait. Hein. C'est grand-mère joyeuse mais en colère. Donc ça veut bien dire les deux. Et donc je dis qu'on a beaucoup à transmettre. En douceur, sans imposer, mais justement à leur transmettre de la lucidité, connaître justement nos aspects positifs et négatifs, et surtout décrypter quand même la manipulation. Et j'en reviens à ce que j'étais en train d'écrire, je dois avoir ça déjà décrit sur la manipulation, mais je retrouve complètement dans d'autres bouquins beaucoup mieux sourcés, mieux développés, comme celui sur la gouvernance ou d'autres. Hein, j'ai retrouvé un vieux bouquin d'ailleurs sur la manipulation, parce que au fond ça ne fait que on revient sur des cycles là, et sur la crise. J'ai retrouvé des vieux bouquins, donc c'est vrai qu'il faut vraiment lutter contre la perversion, la manipulation, la perversion, le cynisme. Ce qui n'empêche qu'il faut peut-être pas non plus à ces petits gamins, quoi. Faut leur apprendre aussi à jouer, hein, à jouer de leurs atouts, pas de manipuler, mais d'être lucide, quoi. Je vois que c'est vraiment très très important cette jeune génération qui, je crois d'ailleurs, ressent les choses. Je parle des enfants, hein, même. Hein. Je les sens très à l'écoute, mais très très questionnants. Et j'adore ça, puisque pour moi, le questionnement, ça fait même partie de comme vous, journaliste, hein, ou même finalement une pièce de théâtre, où c'est du questionnement. Exactement. Hein, une exposition, moi je vais la voir en me questionnant, et parce qu'il y a des messages, il y a quand même beaucoup de trucs en ce moment. Il y a des expos, il y a des messages subliminaux. Hein. Sacrément, les commissaires essayent de faire passer des messages, et tout en subtilité. Hein, tout en subtilité. Donc je pense qu'en effet on va continuer peut-être et puis d'aller au fond de la piscine, mais on va remonter. Et la France particulièrement a cette capacité, je trouve moi, mais peut-être que je suis trop patriote, trop optimiste pour remonter. Pour remonter des crises, et qu'il faut peut-être avoir touché justement. Ça, je reviens à cette facette, la soumission qui est tout ce qui va mal, hein, pour repartir vers la remise en question. Il faut avoir fait tout ce passage. J'appelle ça la traversée du désert pour des hommes, parce que j'ai fait cette facette de Sarkozy, pardon. Sarko, c'est un serpent, hein. Oui.
C'est un serpent, hein, quand on va au musée de la découverte. Bon, de Sarkozy. J'ai fait les 7 facettes de Mitterrand. Enfin, j'ai toute une. Par exemple, dans mes 7 facettes, j'ai une cinquantaine de personnalités. Je vais avoir tout ce qui est religieux, les symboles, les 7 péchés capitaux, par exemple, où ça se positionne très bien, très très bien. Et c'est comme ça que j'ai fait les 7 péchés capitaux des États-Unis. Il y a la jalousie. Ben, ils sont là, ces ceux-là. Attends, je sais plus où ils sont d'ailleurs. Je crois que c'est ça. Les 7 péchés capitaux. Ah non, je sais plus où ils sont d'ailleurs. C'est les 7 péchés où vous avez la violence, le gendarme du monde, la jalousie. Je pense qu'il y a une forte. Est-ce qu'il y a la cupidité? Ouais, il y a la cupidité. Alors c'est dans la normalité, hein, normalité. Dollar, cupidité, voilà. Dans l'action, c'est être les maîtres du monde, hein, les gendarmes du monde. Dans l'ego, bah, je pense qu'en effet, c'est vraiment, ils sont vraiment, bon, bah, oui, les maîtres du monde, quoi. Enfin, mais dans la soumission, je pense que il y a l'équivalent de la paresse. Et de la gourmandise, des 2 péchés, et la gourmandise qui fabrique quand même, enfin, c'est non seulement l'obésité, mais la drogue, enfin tout ça. Il y a, là je m'éloigne, hein, mais il y a chez les Américains, je crois, un besoin d'absorption. Qui peut-être n'a pas été, qui vient de leur origine. Hein, qui vient des origines, d'où la jalousie. Et je pense qu'il y a une jalousie du monde asiatique, de l'Europe, qui n'a pas été abouti, quoi. Hein, mais je pense que alors je continue cette facette, mais quand j'ai fait sur la russophobie, pourquoi il y a des gens russophobes? Il y a des gens qui sont russophobes par jalousie. C'est-à-dire, par peur. Il y a des gens qui ont peur de la Russie, par ignorance. Par ignorance, ben il y a ignardise, enfin méconnaissance, c'est pas ignare, méconnaissance, jalousie, peur, peut-être aussi peur de toute cette histoire, voilà. Mais quand même dans les russophobes, puisque je l'ai envoyé, hein, vous avez quand même au centre des gens qui remettent en question leur russophobie. C'est toujours intéressant dans la facette 7, c'est cette remise en question des autres pôles. Enfin, je m'égare là peut-être un peu. Non, et donc vous avez ce que j'appelle les sceptiques. Parmi les russophobes, en ce moment, vous avez des gens qui se posent des questions, dire matériel déjà, on a besoin du gaz, mais on a peut-être aussi besoin de la culture, mais on a peut-être besoin de tout ça. Et ces sceptiques rejoignent un autre groupe que j'ai fait, parce que j'ai fait aussi, je fais souvent ça, parce que c'est les sept facettes de la russophilie. Hein, et des gens qui sont aussi à regarder avec lucidité. Je les appelle les lucides là par contre, hein, en disant bon comment, enfin, c'est un peu, je veux pas m'aventurer là-dessus, mais il y a des proximités. En fait, ce qui m'intéresse aussi dans les 7 facettes, c'est que souvent il y a les 7 facettes d'un côté négatif, par exemple, ou d'une tendance, et je fais les 7 facettes aussi de l'autre aspect, ce qui fait que ça fait 14 positions. Et que tout ça, c'est ce qui intéressait peut-être Atali ou des DRH, hein, pour travailler sur la formation, pour faire des petites séquences de formation, hein, pour que les gens se connaissent mieux, et connaissent mieux non seulement leurs 7 facettes, mais leurs 14. Vous voyez, parce que ça fait et que l'une va pas sans l'autre. Enfin, c'est assez. Voilà, je m'égare là, je m'égare. Je sais plus où j'en étais. Ça représente, ça définit la complexité finalement. Oui, absolument. Des gens qui sont pas monolithiques. On n'est pas monolithique, et ça, c'est le côté paradoxe. Que tout à fait. Quand Macron a très bien compris en disant justement double sens, hein, en disant le en même temps, il a très bien compris. Ils ont de très bons publicitaires, ils ont enfin de communicants. Chez McKinsey, pardon, des ingénieurs sociaux. Mais bien sûr, chez McKinsey, on est bien d'accord. Moi, je les ai rencontrés McKinsey. Alors eux, ils savent très bien. Ils ont leur paperboard, enfin leur transparent, ou c'était leur c'était il y a une matrice. Il y a une matrice universelle, universelle qui est un peu la leur, quoi. Mais après ils l'adaptent à chaque pays. Ils sont costauds, hein. Mais je pense qu'on est au bout du bout aussi parce qu'on est quand même dans une période. Oui, quand même, c'est ce que je voulais dire quand même aussi. Le nénuphar, c'est aussi la révélation.
Et je pense qu'on est dans une période justement où les cocus, qu'importe qu'ils le restent ou pas, ou qu'ils le soient par d'autres, parce que là, on va peut-être l'être par d'autres politiques. donc le truc, il est éternel un peu. Hein. Mais au moins, on saura que comment on l'est, comment on l'a été, et puis on découvre comment on l'a été, et c'est cette révélation. Et c'est c'est pour ça que je disais chez Mike sur le plateau que mon entourage, une partie, tous ceux qui étaient en convalescence, j'aime bien cette idée de convalescence parce qu'on en sort bien d'une convalescence, on en sort même un peu purifié, enfin faible le corps et c'est bien la convalescence, il faut, mais on sort d'une anesthésie aussi, voilà, hein, anesthésie, on sort. Donc ils sont sortis déjà de l'anesthésie. Et pour moi, c'est une opération que je mène auprès de mon entourage. Et j'appelle ça, pour me servir un peu du terme aussi militaire, et puis l'opération, puisque Poutine était une opération spéciale, mais moi j'appelle ça mon opération grignotage. Hein, c'est-à-dire que je grignote. Mais quand vous voyez une petite souris, moi j'en ai eu ici, hein, comme on est chez au rez-de-chaussée, mais ça démonte bien un mur, hein, une souris, hein, ça tout. Donc c'est l'opération grignotage pour que les gens prennent conscience. Et j'ai assez confiance. Petit à petit. Petit à petit. Parce qu'ils ont quand même, donc ça va, hein, on en reçoit pas mal. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans la méfiance, mais il faudrait qu'ils retrouvent une part de confiance hein, dans l'humanité, dans les autres, dans leur semblable. Et le mot semblable me semble aussi intéressant que citoyen, qu'aux citoyens. C'est semblable qui m'intéresse, voyez. Donc ces nénuphars, pour en revenir, je suis en train de chercher sur les conseils d'un banquier. C'est drôle, un banquier, moi qui ai toujours attaqué le fric, enfin qui a le concept de fric, le concept de trop de fric, hein, les banques, c'est vrai que c'était pas ma tasse de thé. Mais c'est bizarre, parce que c'est justement un monsieur qui travaille dans les banques, jeune en plus, qui trouve que cette idée est très intéressante et qui me conseille de prospecter des entreprises pour faire un club, et j'ai appelé ça le club des nénuphariens. C'est déposé, hein, nénuphar, et vous avez au milieu de nénupharien, phare, le mot phare, hein, voilà. Et pour être des phares tranquilles, au fond de dans l'obscurité de la mer, voilà, parce que c'est l'eau aussi, la mer, c'est l'eau, le phare, donc je cherche des boîtes de recyclage, des boîtes j'ai eu pas mal de clients, donc comme j'étais au salon des mers, donc le recyclage, ça me semble important, tout ce qui est réparation, tout ce qui est deuxième chance. Tout ce qui est donc en fait, le nénuphar symbolise une opération de transformation, d'épuration, et aussi, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Et aussi, donc, le nénuphar, c'est la métaphore de l'espoir. Oui, je pense d'ailleurs, les gens me disent souvent, tiens, ici, le nénuphar des amis, vous voyez, où ça, tiens, c'est un moment de nénuphar, où j'ai l'impression qu'autour de moi, on se l'est approprié. Donc, j'aimerais bien que ce soit plutôt les entreprises qui se l'approprient aussi, et c'est fort possible. C'est fort possible. Et les politiques ? Et les plutocrates ? Et les plutocrates, là, on n'y est pas encore, hein. Mais bon, le jour où Attali me dit que si Attali que je revoyais, mais ça m'étonnerait, me dit que c'est une très bonne idée, mais là, je pourrais mourir tranquille, quoi. Non, mais bon, c'est pas. En tout cas, merci pour votre rayonnement, Martine Le Poulenec. Merci beaucoup, et merci de m'avoir écouté et de m'avoir écouté un peu mal au gré, hein, on va dire. Ça part, voilà, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. C'est vivant. Merci beaucoup, merci.